AVC, un infarctus, et puis pour une crise convulsive qui refuse de s'arrêter. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce dernier scénario, un des plus angoissants en médecine d'urgence. Pour nous guider, on a une source un peu particulière, c'est un document visuel, un algorithme, une sorte de carte routière pour les médecins qui détaille étape par étape la prise en charge. Notre mission, c'est de décortiquer ensemble la logique derrière cette course contre la montre, de comprendre non seulement quoi faire, mais surtout pourquoi. Et c'est essentiel parce que face à un patient qui convulse, la situation peut vite devenir Chaotique. avoir un protocole standardisé comme celui-ci, c'est ce qui permet de transformer le chaos en une série d'actions claires, coordonnées. L'objectif, il est double. Arrêter la crise, bien sûr, mais aussi et surtout protéger le cerveau pour minimiser les risques. C'est la rationalité qui vient structurer l'urgence. Alors commençons par la base. Le protocole fait une distinction très nette. C'est quoi la différence fondamentale entre une simple crise d'épilepsie, qui peut être impressionnante mais brève, et cet état de mal épileptique qui, lui, déclenche toute la procédure? La différence, en fait, c'est le chronomètre. Une crise simple, c'est une décharge électrique anormale dans le cerveau. Un court-circuit, si on veut. Mais c'est un événement qui, par définition, est bref, il s'arrête tout seul. D'accord. On bascule dans l'urgence, dans l'état de mal épileptique, quand la crise s'éternise. Le seuil critique, c'est 5 minutes. 5 minutes. Soit une crise généralisée qui dure plus de 5 minutes d'un seul tenant, soit des crises qui se répètent sans que le patient ne reprenne vraiment conscience entre les deux. Ces 5 minutes, c'est la sonnette d'alarme. Ça veut dire le cerveau n'y arrive plus tout seul, il faut intervenir massivement. Le chronomètre est donc lancé, 5 minutes se sont écoulées, la crise continue. Quelles sont les toutes premières actions, les gestes réflexes que ce protocole impose? Alors, le protocole est très clair, il déploie 3 actions en parallèle, comme 3 équipes qui travailleraient en même temps. La première, c'est le monitorage. On branche immédiatement le patient pour surveiller ses signes vitaux en continu. Pression artérielle, rythme cardiaque, oxygène, ECG. On va avoir un tableau de bord complet. Exactement. Un tableau de bord complet de l'état du patient. Et pendant qu'on installe cette surveillance, on agit déjà sur le patient lui-même, j'imagine. Bien sûr. Le deuxième axe, c'est la circulation. On pose ce qu'on appelle une voie veineuse périphérique, une perfusion. C'est la porte d'entrée indispensable pour les médicaments qui vont devoir agir vite. L'autoroute vers le sang, en quelque sorte. C'est ça. Et le troisième axe, la ventilation. On donne de l'oxygène au patient avec un masque à haute concentration, pour combattre le manque d'oxygène que la crise peut provoquer au niveau du cerveau. Et au milieu de tout ça, le document met en évidence une action dans une case à part, le dextro, la mesure du sucre. Pourquoi c'est si prioritaire? On dirait qu'on cherche d'abord l'interrupteur le plus simple. C'est exactement ça. C'est une étape qui est à la fois diagnostique et thérapeutique. Une crise convulsive peut être simplement due à une hypoglycémie très très sévère. C'est une cause facile à trouver et surtout immédiatement réversible. Ah oui. En quelques secondes, une goutte de sang au bout du doigt et on a la réponse. Si le sucre est trop bas, une simple injection de glucose peut suffire à elle seule à arrêter les convulsions. C'est un geste d'une simplicité désarmante. On vérifie toujours la cause la plus simple en premier. D'accord. Le patient est sous surveillance, perfusé, oxygéné, on a écarté l'hypoglycémie. Il est en quelque sorte sécurisé. Mais la crise peut continuer. J'imagine que pendant qu'on essaye d'éteindre l'incendie, on doit aussi chercher l'incendiaire. Comment on oriente le diagnostic? C'est la prochaine étape, oui. Une fois le patient stabilisé, l'algorithme se divise en 2 grandes routes. La question clé, c'est est-ce que ce patient est connu pour faire des crises d'épilepsie? D'accord. Première route, oui, c'est un patient épileptique connu, et la crise ressemble à ses crises habituelles. Dans ce cas, en général, pas besoin de lancer une batterie d'examen. On considère que c'est une décompensation de sa maladie. Et la deuxième route, logiquement, c'est quand on entre dans l'inconnu? Précisément. C'est le cas d'une crise qui ne ressemble pas aux autres, ou, plus spectaculaire, d'un tout premier épisode. Et là, c'est une urgence diagnostique. On déclenche un bilan complet pour comprendre ce qui se passe dans ce cerveau. Ça commence par des examens sanguins très larges. On cherche donc des indices à la fois internes, un déséquilibre du corps, et externes, comme une substance que le patient aurait pu prendre. C'est tout à fait ça. On cherche des troubles métaboliques, un manque de sodium, de calcium, et on recherche aussi des toxiques, l'alcool par exemple, où on vérifie que le patient a bien pris son traitement s'il en a un. Une fois ce volet sanguin exploré, on passe à l'étape suivante, regarder directement à l'intérieur de la tête. L'imagerie cérébrale, donc. Oui, le scanner cérébral est quasi systématique. Il permet de chercher une cause évidente, un saignement, une tumeur, un AVC. C'est une étape cruciale, notamment avant d'envisager une ponction lombaire. Ah oui, pour être sûr qu'il n'y a pas de danger? Exactement. Et si le patient a de la fièvre, la ponction lombaire devient une priorité pour écarter une méningite. Enfin, dès que possible, un électroencéphalogramme, un EEG, pour enregistrer l'activité électrique du cerveau. On a donc cette enquête qui se déroule en parallèle. Mais revenons à l'urgence absolue. La crise, elle, continue. Il faut l'arrêter. Quelle est l'arme de première intention? La première ligne de défense, ce sont les benzodiazépines. Le protocole met en avant le clonazépam. On l'injecte directement dans la perfusion pour une action très rapide. Le document précise bien d'adapter les doses. Une dose standard pour un adulte, mais on la réduit pour une personne âgée ou fragile. Et chez l'enfant, on calcule précisément selon le poids. Et le protocole insiste sur une règle d'or. C'est un terme fort pour un document médical. C'est pour souligner que c'est un point absolument crucial. La règle est simple. Si la crise ne s'arrête pas dans les 5 minutes après l'injection, on a le droit de refaire une seule et unique autre injection. Pas plus. Une seule autre. Une seule. Tenter une 3e ou 4e dose serait inefficace et potentiellement dangereux. Si 2 doses ne suffisent pas, c'est que le cerveau est devenu résistant à ce médicament. Il faut changer de stratégie. On a donc cette première ligne de défense, cette règle d'or, mais en médecine d'urgence, il faut toujours un plan B, un plan C. Qu'est-ce qui se passe si le cerveau ne répond pas? Là, j'imagine que la tension monte d'un cran. Exactement. Si après cette 2e injection, la crise persiste, on considère que la première ligne a échoué. On entre dans une nouvelle phase entre 5 et 30 minutes après le début de la prise en charge. Et là, on doit sortir l'artillerie lourde, les antiépileptiques de 2e ligne. Et le protocole propose 3 options, mais il précise qu'il n'y a pas de hiérarchie entre elles. C'est fascinant. Ça veut dire que le médecin choisit un peu à la carte en fonction du patient? C'est une excellente observation. Le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, c'est une information capitale. Ça signifie que les 3 médicaments cités ont une efficacité jugée équivalente dans cette situation. Le choix va donc se faire sur d'autres critères. C'est de la médecine personnalisée en pleine urgence. Par exemple? Par exemple, si le patient a une maladie du foie, on évitera tel produit. S'il prend déjà certains médicaments, on en choisira un qui n'interfère pas. On adapte la stratégie au profil du patient qu'on a en face de nous. C'est une décision très fine, prise en quelques minutes. Mais que se passe-t-il si même cette artillerie lourde ne fonctionne pas? Si on dépasse les 30 minutes de crise continue,
quel est l'ultime recours? On bascule alors dans le scénario le plus grave, l'état de mal dit réfractaire. C'est une urgence vitale absolue. À ce stade, le cerveau subit des dommages. Le protocole est formel. Le patient doit être transféré en réanimation immédiatement. Et l'action majeure, c'est l'intubation en séquence rapide. C'est-à-dire qu'on prend le contrôle de sa respiration. C'est plus que ça. L'intubation, c'est une procédure très codifiée pour endormir le patient et insérer un tube dans sa trachée en quelques dizaines de secondes. On prend le contrôle total de sa ventilation surtout, pour pouvoir passer à l'étape suivante, le coma artificiel. Le coma? Oui, on utilise des anesthésiques puissants, les mêmes qu'au bloc opératoire, pour littéralement éteindre l'activité électrique du cerveau. C'est la mise en pause forcée, le reset ultime, pour stopper cette tempête cérébrale. Plonger le cerveau dans le coma, c'est vraiment le bouton d'arrêt d'urgence. Mais j'ai l'impression que même une fois la crise maîtrisée, le combat n'est pas terminé. Le protocole parle de neuroprotection. Ça sonne un peu comme si, après avoir éteint l'incendie, il fallait protéger le bâtiment des dégâts. C'est l'analogie parfaite. Arrêter les convulsions, c'est la première étape. Mais un cerveau qui a subi une telle agression est extrêmement vulnérable. La neuroprotection, c'est l'ensemble des mesures qu'on prend pour lutter contre ce qu'on nomme les ACEOS. En clair, c'est éviter que le reste du corps, par sa propre réaction, n'aggrave les lésions cérébrales. Et concrètement, comment on protège ce cerveau fragilisé? Le document montre une sorte de bouclier avec 5 piliers. C'est ça, on contrôle 5 paramètres vitaux. Le premier, la pression artérielle. On la maintient assez haute pour garantir que le sang arrive bien au cerveau. Le deuxième, l'oxygénation. On s'assure qu'il ne manque jamais d'oxygène. Logique. Le troisième, la glycémie. On évite le sucre trop bas, mais aussi trop haut. Le quatrième, les ions. On corrige tout déséquilibre en sodium, en calcium. Et le cinquième, la température. On lutte activement contre la fièvre. Un cerveau chaud souffre davantage. En contrôlant ces 5 piliers, on crée un cocon, un environnement optimal pour que le cerveau puisse commencer à récupérer. C'est donc une prise en charge globale, bien au-delà du seul traitement. Une fois la crise passée, le patient réveillé, stable, vient la question de son avenir immédiat. Comment les médecins décident si cette personne peut rentrer chez elle ou si elle doit rester à l'hôpital? Le protocole est très pragmatique sur ce point. Un retour à domicile est possible, mais à 3 conditions strictes. Primo, il s'agissait d'une crise simple. Deuxio, l'examen neurologique après est parfaitement normal. Et troisio, il y a un entourage fiable à la maison pour surveiller. Et à l'inverse, quels sont les drapeaux rouges qui imposent une hospitalisation sans discussion? La liste est plus longue. Si le patient refait une crise aux urgences, s'il reste confus plus d'une demi-heure, s'il a de la fièvre ou s'il garde un déficit, même temporaire, il doit être hospitalisé. D'accord. Et on ajoute aussi les contextes à risque. Un traumatisme crânien, une intoxication, une grossesse ou une maladie grave comme un cancer. Là, le risque d'une complication est trop élevé. Et pour ceux qui peuvent rentrer chez eux, est-ce que le protocole prévoit un filet de sécurité pour la sortie? Oui, bien sûr, on ne les laisse pas repartir comme ça. Le document suggère des ordonnances de sortie. Souvent, pour un patient déjà connu, on prescrit un traitement court pour calmer le jeu et éviter une récidive immédiate. Et pour tous, le suivi est la clé. On planifie systématiquement une IRM cérébrale à distance et une consultation avec un neurologue. En somme, ce qu'on vient de décortiquer, c'est bien plus qu'une liste d'actions. C'est une véritable chorégraphie médicale face au chaos. Une course contre la montre où chaque minute qui passe déclenche une nouvelle décision. Avec un seul but, protéger le cerveau. Absolument. La force d'un tel algorithme, c'est qu'il transforme une situation terrifiante en une séquence d'actions logiques, réfléchies. Il retire une grande partie de l'incertitude et de l'improvisation, ce qui est fondamental en urgence. C'est la rationalité au service du vital.